Salut à tous, Astana, la suite, épisode 2. Ouais, en fait, il faut bien que je sois transparent avec vous, c'est que je n'ai absolument pas eu le temps d'avancer encore ma partie avec Intermarché. Donc, je surfe sur Astana que j'avais déjà joué. On va aller ici de Tirreno à Gantwevel Game inclus, avec pas mal de situations de course qui sont assez intéressantes au final, en ce mois de mars. On avait précédemment vécu quelques petites déceptions avec Vincenzo Nibali, qui avait déjà eu ses notes qui baissent de manière significative avant de faire une course de rentrée assez douloureuse, faut quand même l'avouer. Double chute sur l'Estrade Bianche pour finalement sauver un top 10, mais avec un homme qui s'était envolé littéralement. C'était Richard Carapace. Alors c'est sûr que certaines chutes ont contribué à ce qu'il puisse comme ça s'imposer aussi nettement, et Alaphilippe par exemple n'a pas pu être à la lutte. Puis il y avait eu Egan Bernal aussi la semaine suivante qui s'était imposé sur Paris-Nice. On voit ici l'arrivée au sommet du col de Turini avec quand même une performance très honorable pour Miguel Angel Lopez qui terminera troisième du classement général. Voilà. Donc pendant que Stuyven nous fait de l'équilibre sur le vélo, Stuyven qu'on retrouvera un petit peu plus tard dans l'épisode, Tirreno Adriatico, c'est parti. Vincenzo donc ne s'est pas borné à participer au Strade Bianche, bien au contraire, puisque dans la foulée c'était lui qui était bombardé leader sur le Tirreno Adriatico. Allez, c'est parti. Ça va être assez, comment dirais-je, intense par moment. Lido di Camaiore pour le prologue, avec une brochette de spécialistes assez exceptionnelle. On va les regarder. J'ai pris aussi les images de tous ces spécialistes, Remco, Kung et compagnie. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que sur 14 km environ, la vérité se situe quelque part légèrement au-dessus de 85 d'efforts constants, avec sinon possibilité de faire les choses de matière hétérogène. Hein. Bien sûr, on peut sans problème démarrer à 85, puis après sur la deuxième partie, on répartit notre résidu de barre en trop. Hein. Tout ce qui compte de toute façon, c'est toujours de conserver de la barre rouge, d'une part, et de vérifier qu'au niveau de la barre jaune, on n'a pas un épuisement. Donc, en l'occurrence, la place de Nibali n'est pas honteuse, mais après, voilà, les spécialistes sont pas encore passés, donc on peut pas vraiment juger ça. Vous voyez, Fellini qui fait un contre-la-montre relativement honorable. Ensuite, il y a une salve de spécialistes, comme ça, que je vais montrer. Dumoulin, normalement, doit être regardé. Remco a déjà pris le provisoire. Voilà la tête du provisoire. Dumoulin vient mourir comme ça à 9 secondes. Donc après, moi j'ai mes petits équipiers là qui passent entre temps. Valerio Conti, hein, qui est assez précieux lui aussi, mine de rien. Samuele Battistella. Mais Rémi Cavagna ici, en scène, dans les derniers hectomètres de ce contre-la-montre. Alors Rémi, ah là 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 là, ça s'est pas très très bien passé. Il fait même pas top 10. Battistella en termine. Et on va avoir un ou deux gars. Voilà, Affini. Ah, on l'attend, hein. Eduardo Affini ici, qui en termine. Ben non, c'était pas exceptionnel. Alors Filippo Ganna, me direz-vous. Filippo Ganna, quand même, faut pas rigoler. Il est peut-être capable d'aller chercher Remco sur ce chrono. Ganna avec son joli maillot de champion du monde de la spécialité. Il est très impressionnant, je trouve. Même dans le jeu, il est beau. Alors, dans la réalité, c'est encore plus sensationnel. Ganna qui prend le meilleur temps à Remco Evenepoel. Asgreen est quand même à regarder sur ce genre d'exercice. Ouais, vient faire juste derrière. Il y a un trio là en 3 secondes qui se tient pas mal. Gianni Moscon qui en termine. Pas une forme exceptionnelle ce jour-là. Peu importe. Et attention à Bissegger. Bissegger a terminé au provisoire. Oh là là, oui, il vient le chercher, dis donc. Bissegger vient battre Filippo Ganna. Et quid du Suisse Kung? Alors là, Kung était légèrement en retard sur Bissegger
à l'intermédiaire, ouais, ça vient mourir à 7 secondes. Et puis on aura quand même un œil ici sur Carapace, puisqu'il était spécialement en forme du côté des Strade Bianche. Voilà, il vient limiter la casse, lui, dans un temps relativement proche de celui de Nibali, avec Mathieu Van Der Poel qui est présent également. Est-ce que Julien Lafilippe va se positionner en vue de la suite? Non, pas réellement. Ok, en tout cas, il n'est pas aux fraises du tout. Bissegger est donc le grand vainqueur du jour. Ganna, Evenepoel, Asgreen, Kung. Voilà un très très joli top 5. Forcément, le classement général est similaire. Et c'est parti maintenant pour des étapes en ligne. Alors, l'étape 2 nous propose plutôt, après quand même plus de 200 km, nous propose plutôt un scénario favorable aux sprinters. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Et la caractéristique de ce que je proposerai toujours avec cette version-là d'Astana, c'est essayer quand même d'être offensif, même sur des situations de course où l'on est quasiment battu. Essayer d'être offensif pour voir si quelque chose peut-être aboutir dans une échappée. Alors évidemment, ça n'aboutira pas souvent, mais par contre, on va essayer, réessayer, et sans se lasser. L'intermédiaire, pour ce qui est du classement par points, nous propose une explication entre Sagan, Gaviria, Solo, Arnaud Démare, Caleb Ewan. Ok. Et surtout, finalement, le final ne proposera rien de réellement différent, puisque vous voyez, on a beau avoir fait quelques efforts, ça va terminer là encore au sprint. Moi, je fais sprinter, féliner, en fait. J'aime bien essayer d'utiliser sa polyvalence. C'est le seul qui a même de sprinter légèrement, mais voilà, top 10, hein, pas mieux. Derrière, par contre, une victoire de Mats Pedersen qui s'est imposé sur Sam Bennett et Giacomo Nizzolo. Donc, très très belle victoire ici pour Mats Pedersen, qui, voilà, hop là, il vient sauter Bennett vraiment juste à la fin. Est-ce que ça fait bouger le général, tout ça? De toute façon, le général n'est pas très significatif après 2 étapes de Tirreno, hein. Mais non, réponse, pas de changement majeur. Une étape 3 ensuite, arrivée à Terni, qui va comme ça, a priori, nous proposer encore une explication entre sprinters. On va donc regarder ça bien calé dans le peloton, puisque on n'a pas non plus les moyens de rivaliser là-dessus. Il y a eu des petites velléités d'échapper. Après, ça va prendre comme ça un peu de champ à un moment donné, hein. Vous voyez, il y a des coureurs qui ont réussi à se faire la malle, mais rien de bien insurmontable. Le peloton contrôle. La course est difficile. On voit des étirements par un moment sur les relances ou sur certaines petites difficultés. Et voilà, c'est ainsi que par exemple, certains coureurs sont en galère. Et par exemple, Tejada, ici, décroche le pauvre. On a également Colbrelli, Aranburu, qui n'arrivent pas à rentrer, qui ne rentreront jamais, et donc qui ne se mêleront pas à la lutte, ces deux-là, dans le final. Tejada, je crois que c'était sur une chute, tout comme d'ailleurs les deux autres, hein. Donc des petites chutes, le temps est pluvieux. Quelque chose à tenter peut-être sur la fin avec Samuel et Battistella. Non, finalement Valerio Conti. Allez, on sprint. Voilà, c'est dans l'escarcelle d'Arnaud Démare que c'est tombé. Nous, on sauve encore une fois un petit top 10. Ça fait toujours plaisir pour le coureur concerné. Ce moral-là sur Pro Cycling Manager n'est pas une mauvaise chose. Je trouve ça rigolo au final. C'est juste que des fois, il n'est pas très corrélé à la réalité de ce que le coureur vient de vivre. Quand je vois, par exemple, une victoire sur monument dont l'impact sur le moral disparaît au bout de 3 semaines, je trouve ça absurde. Normalement, le mec a la banane pour 6 mois, hein. Et on a comme ça des petites choses bizarres. Ou alors, le truc que vous avez déjà tous vécu, le coureur blessé. Donc, par définition, ouais, Nibali à 36 secondes au général, c'est que dalle. Par définition, le coureur blessé ne court pas. Et le mec, en cas de longue blessure, évidemment,
s'énerve parce qu'il n'a pas couru depuis longtemps. Mais oui, mais t'es blessé, mon grand. Donc voilà, et le moral, c'est bien. Après, il y a quelques petits détails dont je m'étonne toujours qu'ils ne soient pas corrigés, mais bon, peu importe. On a l'habitude. On a tous l'habitude, joueurs de PCM, de ce genre de choses. Ici, il y a une vraie poursuite d'échappée. Ici, vous voyez, assurée par Quickstep Alpha Vinyl, notamment, qui s'occupe comme ça de, bah oui, de protéger. Je ne sais pas si c'est la place de Remco à laquelle il pense ou le général final pour Alaphilippe. Objectivement, je ne sais pas, mais en tout cas, ça roule. Après, il y a encore quelques équipes qui viennent donner la main à la pâte, notamment, notamment Ineos Grenadier, voilà, qui laisse toujours un homme à l'avant. Vous avez Bayern Victorious qui aide un petit peu. Il y a après 3 fois la même ascension, en vérité, avant de décider du vainqueur de l'étape du jour. L'échappée, mine de rien, semble résister. Il faut se méfier. Il y a ensuite un gros travail qui fait que finalement ce sera repris. Et puis moi, je vais essayer de forcer un petit peu avec Tejada, vous voyez. Battistella avec Moscon, Nibali dans la roue, Fellini, on a Valerio Conti. Peut-il jouer un rôle? Probablement que oui. Et donc ici dans le final, on va vraiment appuyer par contre. On va vraiment appuyer et là, toute la force de cette équipe Astana va apparaître. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on commence à rouler très 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 fort avec tout le monde sur ce genre de composition d'équipe qu'on peut aligner en double si on veut, comme je l'ai fait entre Paris-Nice et Tirreno ici. Après, il y a moyen comme ça d'aller chercher de jolies étapes comme Vincenzo Nibali va le faire. Ici, victoire au sommet de cette petite côte. Julien Lafilippe n'aura pas su s'opposer à cela. Richard Carapace, pourtant en grande forme, vient compléter le top 5, intercalé entre Conti et Tejada, qui profitait de l'élan. Derrière, je ne pense pas que de nombreux coureurs majeurs aient concédé beaucoup de temps. C'est juste la petite bonification ici qui est agréable, en plus de la victoire d'étape, la première de la saison pour Vincenzo. Très agréable victoire d'étape, mais pas de bouleversement majeur, si ce n'est peut-être Nibali qui grappille, je vous dis, voilà, environ 18 secondes sur la majeure partie des coureurs. Et du coup, il se rapproche. Il n'est plus qu'à 18 secondes. Ouais, 18 et 18, ça fait 36. Il n'est plus qu'à 18 secondes du leader. Allez, il y a encore une étape ici accidentée, dans son final surtout. C'est l'arrivée à Fermo. Et donc, là-dessus, vous allez voir qu'il va se passer quelque chose de moins habituel. Ouais, le final est vraiment tortueux. C'est délicat. Là, il y a de la difficulté à moyen de faire craquer des gens. Et on se demande un petit peu comment ça peut terminer, tout ça. Peut-être par Alaphilippe, bien sûr, mais à voir. À voir quand même. Il y a une grosse échappée qui s'est constituée, avec notamment Bettiol, avec de très bons coureurs à l'intérieur. Derrière, on a laissé un petit peu. Moi, je n'ai pas de raison de m'opposer à ça. Il faut laisser travailler les autres équipes, bien sûr. Et puis nous, si on peut piquer à un moment donné, on se gênera pas, mais pas avant que les équipiers des gros leaders se soient fatigués. Et donc, c'est comme ça que ça roule très très fort. Il commence à y avoir un peloton qui s'est largement démuni en hommes. Ça roule très fort. Regardez, c'est même carrément Alaphilippe qui roule. Ah, ça c'est une information intéressante parce que si Alaphilippe roule aussi fort, c'est qu'il travaille pour quelqu'un. Alaphilippe ne serait donc pas sur le papier le leader de cette équipe. Bizarre. Sur peut-être Remco, alors bon, sait-on jamais. Ici en tout cas, il y a une échappée qui sera bien délicate à reprendre. Regardez, on a encore près de 2 minutes de retard sur le petit Vere, sur
Dries de Bont, petit Fetter, la Nance Peters qui commence à lâcher. Ça sort, attention, ça sort, il faut rouler très très intensément. Fellaini ne doit-il pas se calmer? Parce que là, si c'est pour emmener Van Der Poel, ça paraît délicat. En tout cas, regardez ce qui va se passer, ce sera assez simple. L'échappée va tenir. Regardez, Van Der Poel a beau y aller de sa légendaire accélération, l'échappée va tenir. Et entre De Bont et le jeune Vere, enfin jeune, je ne sais pas s'il est si jeune que ça, mais voilà. C'est l'Italien qui s'impose, donc victoire pour l'échappée. C'est pas un scénario très très fréquent, hein, qu'on ait comme ça une échappée victorieuse. Sur ce genre d'étape, on aurait plus attendu limite une explication entre sprinters, entre punchers de renom, voire même leader du général, mais pourquoi pas. Arkea Samsic s'impose donc sur l'étape 5 de Tirreno par l'intermédiaire d'un régional de l'étape, si j'ose dire. Alors, est-ce que ça change quelque chose au général? Probablement, parce qu'en fait, en cette étape 5, de nombreux coureurs ont lâché. Hein, ce qui fait que si Bissegger reste tout en haut, il y a quand même pas mal de gens qui ont chuté au niveau du classement. On a un juge de paix à l'étape suivante, c'est cette étape 6 avec le arrivé à Carpegna et cette double ascension qui fait froid dans le dos. Elle est très très belle. J'avais déjà joué ça avec un marché Wanty-Gobert et je m'étais aperçu des difficultés qui pouvaient être posées par cette double ascension et du véritable chamboulement au général qui pouvait en découler. Voilà. Donc à voir ce que ça peut donner. Ce qui est clair, c'est que Ineos Grenadier souhaite contrôler. Moi, j'ai essayé d'envoyer Tejada à l'avant. Je me dit qu'il faut placer un pion devant. Bon, on a réussi finalement à placer Tejada. Et derrière, allez, Jumbo-Visma aussi qui roule. Jumbo-Visma, Ineos Grenadier essaie de contrôler cette course. À voir un petit peu s'ils vont y parvenir. Tejada à l'avant et tranquille. Van Aert, Ciccone, Formolo. Pas mal, hein, Pernsteiner. Donc il y a du bon coureur. Il y a du bon coureur à l'avant. Mais le peloton a tellement travaillé qu'au final, l'avance n'est pas considérable devant. Ils ne vont pas pouvoir se jouer la victoire. Regardez, ils vont être repris comme ça au pied de l'ascension vers Carpegna. Donc pas mal. Pas mal, ça veut dire grosse intensité. Ça veut dire de très gros écarts en perspective si la course se durcit encore. Hein, donc dans ces situations-là, on va rentrer dans les pourcentages plus délicats. On voit que Thomas Pidcock fait un travail assez important pour Ineos Grenadier. Moi aussi, j'essaye de me porter à l'avant avec... il y avait juste avant Fellaini, là c'est Valerio Conti. Tejada risque d'avoir du mal bientôt. Il va falloir regarder tout ça. J'ai baissé la caméra parce que sinon on voit rien avec les arbres. Donc là, c'est un cas un peu rare dans lequel on a du coup une image un peu plus zoomée. Moscon, allez, Moscon doit travailler pour essayer de mettre Nibali sur orbite. Et regardez qui attaque. On les a vus passer. Carapace avec Alaphilippe dans la roue. Alors moi, j'essaye ici à ce moment-là de ne surtout pas répliquer. Ils ont attaqué fort intelligemment avant le sommet, juste avant le sommet. C'est pas mal, hein, juste avant le sommet. On sait que c'est un endroit qui est toujours crucial. Allez, Nibali sort pour essayer de faire la descente. Parce que quand même, Carapace, il pourrait y avoir le feu hein, avec l'équatorien tout seul à l'avant. Une vingtaine de secondes, c'est encore gérable. On va essayer de rentrer sur Richard Carapace, mais en même temps, Alaphilippe nous a poursuivis. Alors vas-y, roule, relaye-moi. Relaye-moi, puisque c'est ça. Et malheureusement, regardez, il va se passer un truc un peu décevant à cet endroit-là, c'est qu'Alaphilippe ne va rien relayer du tout. En fait, il est cuitos. Il a peut-être tout donné pour pouvoir rentrer. Ce qui est que finalement, Nibali se retrouve à devoir travailler tout seul en emmenant Alaphilippe.
et l'écart qui ne cesse de croître. Avec Richard Carapace, c'est la minute, puis la minute 10, puis bientôt la minute 20, 30, bref, on a compris. Alaphilippe lâche, Nibali seul deuxième. L'écart grandit encore. Ça va se payer très très cher sur la ligne, tout ça. Carapace s'envole vers une victoire non seulement d'étape, mais sur Tirreno. Allez, une 30 bientôt. Nibali qui accuse le coup en cette fin d'ascension. En même temps, en 1 contre 1 contre Carapace, ça c'est intéressant parce que ça peut donner des indications sur le Giro qui suivra, puisque Carapace est souvent aligné en leader sur le Giro, y compris dans le jeu. 2 minutes 30 au sommet. Voilà, c'est plié. Est-ce que c'est inquiétant pour... on a beau attaquer tout ce qu'on veut dans la descente pour essayer de réduire l'écart, ça va être quand même compliqué. Est-ce que c'est inquiétant pour un futur Giro? Quelque part, oui. Et en même temps, est-ce qu'on pensait que Nibali était de la même trempe que Carapace sur PCM, surtout avec une chute de notes très très tôt dans la saison? Non, personne s'illusionne là-dessus. Donc à partir de là, on prend cher ici. Mais après, la vérité du Giro peut être tout autre. Et même sera tout autre, c'est une certitude, parce que Yates qui a éclaté, Valverde, Pozzovivo, ouais, Higuita aussi, qui a complètement explosé, Evenepoel a lâché. La vérité du Giro sera forcément différente, parce que déjà, il y a Miguel Angel Lopez qui sera présent, puis il y a une équipe qui sera totalement sous pic de forme aux côtés de Nibali et de Lopez, et collectivement, il y a moyen de faire beaucoup souffrir cette équipe Ineos Grenadier, aussi forte soit-elle, mais par une forme de harcèlement et une manière de jouer qui est propre à celle du joueur humain, c'est-à-dire avec un petit peu plus de finesse stratégique que ne peut en proposer l'IA le plus souvent. Donc je ne suis pas désespéré du tout, loin s'en faut. C'est juste une petite leçon qu'on a prise là. Petit avertissement, Carapace et Ineos, ça peut s'avérer injouable par moment. Et d'ailleurs, du coup, au passage, on se mêle à l'échappée là, en cette étape 7, au cas où, s'il y avait quelque chose à faire avec Valerio Conti. On serait content, mais pas forcément évident. Derrière, regardez, il y a un petit éclatement. Et pourtant, il n'y a pas de vent. On peut même pas dire qu'il y a eu réellement des choses liées au vent, des cassures, ni rien. Mais ça casse en cette fin d'étape. L'échappée a été reprise. On va essayer de finir de manière honorable. Allez, Moscone, ce serait peut-être pas mal de lancer Battistella ensuite au très très bon moment. Je pense avoir calé Vincenzo Nibali dans la roue d'un gros favori, type Carapace au hasard. Allez, il y a moyen de sprinter ici. On peut peut-être le faire. Regardez, non. Ce sont les sprinters, ils ont bien résisté en vérité, les sprinters sur cette étape-là. Autant beaucoup de coureurs ont lâché, autant pour ce qui est de Bennett, Pedersen, Dainese, Demar, Buoni même. Ils ont tous battu Van Der Poel et Peter Sagan. Bref, ils se sont accrochés et ça se joue au sprint. Bennett, petite revanche pour lui par rapport au sprint de l'étape 2 où il s'était fait complètement coiffer au poteau par Pedersen. Donc, une vraie lutte sur ce Tirreno. Et puis ensuite, un homme qui s'envole tout seul et qui gagne avec plus de 2 minutes d'avance sur Nibali. On a donc pris date. Je promets une revanche. On n'en restera pas là. On n'en restera pas là du tout. Dans la foulée, évidemment, en approche de Milan-San Remo, c'est Milano-Torino. Donc à partir de là, on est un peu en difficulté par rapport à Milan-Turin parce que le sponsor nous demande un top 10. Et ce top 10, il est quand même un peu délicat à aller chercher, étant donné que Milan-Turin est une classique qui, dans cette configuration-là, est une classique pour les sprinters. Alors peut-être que la faiblesse relative du plateau peut nous aider.
et nous sauver la mise. Mais sans cela, on n'a vraiment pas grand-chose à espérer. Alors, moi, j'essaie d'envoyer Samuel et Battistel là, en échappée, en me disant que sait-on jamais. On a essayé de participer pendant tout un temps. Ensuite, à mesure que le peloton est en train de réduire l'écart, Battistella, je suis en train de le relever légèrement parce que je voudrais qu'il puisse participer à toute fin de course. Le leader ici, c'est évidemment Fellini. Hein. Donc, gros travail Astana pour essayer de piéger tout le monde à un moment donné. Et il faut dire qu'il y a beaucoup de vent ce jour-là. Donc forcément, ça donne envie de tenter des choses. Pas de zone de vent, mais en tout cas du vent. Allez, on va lancer ici avec Battistella. C'est dommage que Fellini et n'ait pas suivi exactement la roue de Gianni Moscon, qui était censé pourtant lui le mettre sur orbite quelque part avec Battistella. Hein. Bon, ça nous fait une victoire finale pour Phil Bauhaus. Ça, il n'y a pas de souci. Heureusement, le top 10 est sauvé par une 7ème place de Fellini. Travail d'équipe a donc payé. Mais on se retrouve quand même bien loin de pouvoir rivaliser. C'était dommage, cette séquence où Fellini s'est probablement fait légèrement bloquer. Et vous n'a pas pu être mis sur orbite. Voilà. Vous voyez, je suis obligé de disputer les sprints massifs avec Fellini. C'est rigolo. C'est rigolo d'avoir un peu d'adversité. Tiens, ouais, Davide Persico, qui a pas mal performé ici. Vous voyez, on a évidemment échoué sur l'objectif des Strade Bianche, mais ici, on est quand même en train de se rattraper entre Tirreno et Milano-Torino. Et là, allez, un petit classique, un monument, Milan-San Remo. Alors là, je tiens à dire que c'est le variant qui ressemble le plus à la course qu'on a vue, par exemple, cette année ou l'année dernière. L'année dernière, victoire de Stuyven. Cette année, encore le même final dans lequel on peut arriver à reprendre quelqu'un ou un groupe de deux. Donc à partir de là, c'est intéressant, voire même on pourrait envisager de sortir dans le final, légèrement en tout cas. Peut-être plus difficile sur Pro Cycling Manager. Sortir à la Stuyven, ça paraît peu évident. Toujours est-il que on se prépare de très très loin pour le final avec le Poggio. On a Moscon à 0, on a -1, pardon. Moscon à -1, Lutsenko à +1. Quelles sont nos chances réelles? Pas évident, hein. Pour moi, les seules chances qu'on peut avoir sur ce genre de Milan-San Remo, c'est de la jouer assez frontale sur le Poggio. Et peut-être espérer sortir avec dans un groupe de 2 ou 3, voire même sortir seul, de la manière la plus classique qui soit, et d'ailleurs pas de la manière qu'on souhaite au bout d'un moment sur PCM. Parce que quand on l'a déjà fait un certain nombre de fois, on aurait envie de sortir à 2 ou 3 plutôt que sortir solo, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, bref, on va voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans la Cipressa, il faut essayer de résister autant que faire se peut. Donc on se positionne, vous voyez. De toute façon, Cipressa, ça sert à rien d'essayer de sortir dans le début, ou même dans la Cipressa tout court, puisque de toute façon, les mecs sont à bloc. Il y a des équipiers qui doivent rouler à 99 ou 95, je sais pas. Et à partir de là, on sortira pas dans la Cipressa. Mais bon, du coup, ça rend la course relativement stéréotypée. C'est-à-dire qu'après, on va, en approche de Poggio, essayer de durcir considérablement le ton. Ça, c'est quand on a une bonne équipe, ce qui est mon cas ce jour-là. Et quand on a une équipe un peu moins forte, on durcit pas d'aussi loin. Et par contre, après, dans le Poggio, c'est aucun cadeau. Hein. Battistella s'écarte, Romo. Alors là, j'y vais carrément comme un gros bourrin à 99. Hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je fais pas d'habitude. J'y vais d'habitude à 92, machin, 95 max. Là, je vais à 99. Allez, ça va être à toi, Fabio. Après que Velasco se soit écarté, Fellini, qui
met tout le monde en souffrance. Moscone va-t-il intervenir? Et non. Attaque de Lutsenko, c'est la feinte. C'est la feinte spéciale Astana 2022. On a cru que Moscone allait peut-être prendre le relais. Pas du tout. Lutsenko sort par la droite de la route. Personne capable de prendre sa roue. Ouais, sauf qu'attention, il reste encore 5 km. C'est pas aussi rapproché la ligne, ce que je disais juste avant. La ligne n'est pas aussi rapprochée que sur d'autres versions qu'on a jouées les années antérieures. Donc ici, il faut résister avec une vingtaine de secondes. C'est délicat parce que Christophe Laporte pourrait emmener tout le monde un petit peu et reprendre Alexei Lutsenko. Après, vous avez vu, j'ai gardé de la barre. On a gardé de la barre avec Lutsenko. Là, on serait déjà arrivé en fait. Et oui, mais non. Il y a encore un peu à faire. Sprint derrière Lutsenko qui s'impose. À la Nibali, j'ai envie de dire. Souvenez-vous. Nibali 2000... Oh, j'ai peur de dire une bêtise. 18 ? Non. Nibali 2018. Qui s'imposait comme ça en solitaire. Sauf que lui était sorti dans le Poggio. Mais après, finalement, quelques escarmouches de quelques autres coureurs. C'est pas son équipe qui avait vraiment joué tout pour lui, puisque ce jour-là, le leader proclamé était Sonny Colbrelli. Puis Nibali avait surpris tout son monde. Ben voilà, on se fait une petite dédicace à Vincenzo. Je ne l'ai pas aligné parce qu'il était pas très en forme, le pauvre. J'ai préféré économiser Nibali, pas surcharger sa fatigue. On sait qu'il y a la suite, surtout qui m'importe beaucoup, à savoir participation au Pays Basque, au Tour des Alpes. En préparation du Giro, il y aura eu un stage aussi la semaine qui précède pendant le Tour de Romandie. Un stage de montagne avec pour thématique la fin du Giro, donc la 3e semaine. Donc normalement on doit être fort en 3e semaine a priori dans ce Giro qui viendra. Petite classique pour faire transition avec le GP de l'E3. Je proposerai la Catalogne dans la prochaine vidéo Astana. Le Tour de Catalogne, je l'ai disputé intégralement et il sera pas inintéressant. Tiens, dans le final, non, pas dans le final du tout. Dans l'approche, on a Moscone qui s'est cassé la gueule en fait. Espérons qu'il n'en soit pas de même sur d'autres classiques. Après ici on arrive à rentrer facile. On arrive à rentrer facile, on n'est toujours pas épargné par les chutes, puisque cette fois-ci Moscone tombe avec Basso. Donc voilà, c'est pas évident, on va demander à Basso de travailler. Il y a des comme ça, des accumulations de chutes par moments qui sont quand même assez douloureuses. Et ici, il va se produire un truc un peu désagréable, c'est que on a déjà produit beaucoup d'efforts. En fait, il va falloir s'avouer vaincu face au peloton. Ici, c'est que lire, non, ou un truc comme ça, je crois, de mémoire, qui accompagne Gianni Moscone et qui finit par se relever, en fait. Voilà. Ok, on se relève, on a compris. On jouera pas pour Gianni. Cette fois-ci, d'autres gens ont été piégés, apparemment, sur cette fin de course. Du coup, on se relève, mais le plus totalement du monde. Parce qu'il y a d'autres échéances vachement importantes 2 jours et 4 jours plus tard. À savoir GPE3, Gand-Wevelgem. Du coup, voilà, c'est la petite promenade de santé. Et puis devant, on va jouer du coup pour Felinet ou Battistella, on verra. En tout cas, on a toujours plusieurs cordes à notre arc. C'est ça qui est intéressant. L'équipe de classique d'Astana, même si elle n'a pas connu un franc succès cette année IRL, a quand même de jolis moyens avec les coureurs qu'on a là. Allez, ça sprint. Qui va prendre la victoire ici? Certainement pas nous, on s'en doute bien, mais on va quand même essayer d'avoir un accessite. Voilà, un top 10. C'est très très bien. Victoire pour Morkov, ça alors. Devant Van Asbroek, Olaf Koy. Ok, très bien. On fait 7, moi ça me va. 7ème, il n'y avait pas d'objectif sponsor. Par contre, il y en aura un peu plus tard. Je crois que c'est sur le Tour des Flandres qu'on a un petit objectif sponsor. Ce qui veut dire qu'en fait, le GP de l'E3 et Gand-Wevelgem, on va les disputer
en relative détente, avec quand même de gros objectifs dans la tête, mais pas de pression pour satisfaire le sponsor d'une quelconque façon. Voilà. Course sur laquelle il y a toujours un plateau qui n'est pas forcément aussi relevé que ce qu'on connaît plus tard. N'empêche que, si j'avais gagné, j'aurais été heureux. GP de l'E3, c'est parti, donc E3 Saxo Bank classique. On a ici une explication qui va être d'une toute autre nature. Moscone a déjà son pic, je le dis parce que le modèle flandrien était quelque chose qui était un des moteurs de cette création de partie en fait. Si j'ai créé cette partie et qu'ensuite j'ai joué toutes ces courses, c'est parce que je voulais tester énormément de choses. Et je voulais aussi tester mon modèle de flandrien que j'ai exposé en vidéo il y a maintenant 2 ou 3 semaines. Et j'ai constaté que le modèle proposé, mais je l'avais dit, je l'avais expliqué, le modèle proposé, et il déclenchait un pic un petit peu trop tôt avant les Flandriennes, et qu'il aurait peut-être été opportun de décaler ce pic en enlevant quelques jours de course à Gianni Moscone en l'occurrence, et à ses camarades. Il aurait fallu retirer quelques jours afin d'avoir un pic un tout petit peu plus tardif à quelques jours près. Donc c'est quelque chose que j'adapterai par exemple pour Intermarché Wanty-Gobert, dont je suis en train de travailler sur la planification. À la planification, par exemple quelqu'un comme Tige Benoît aura, ou Binyam Girmay aussi, ils auront tous les deux une version revue et corrigée du modèle Moscone. Voilà, donc je trouve ça toujours intéressant, puisque au final, si on expérimente les choses, on arrive à affiner un peu nos stratégies. Et je trouve que Pro Cycling Manager se prête particulièrement à ce genre de choses. Allez, Moscone, pour faire un petit peu l'effort ici, j'aimerais bien qu'on puisse se rapprocher du groupe de coureurs qui sont sortis. Regardez, ça a fonctionné. On va avoir ensuite un relais de Fellini, Battistella, Fedorov et Guidish peuvent rouler. On est sorti en fait, mine de rien ici, à la pédale. C'est pas sur un incident de course, on va sortir, essayer de reprendre le groupe à l'avant pour obliger derrière à travailler très très fort pendant que Moscone se refait la cerise dans la roue de Fellini. Voilà, c'est très très bien, on a réussi à rentrer sur ce groupe qui était assez fort. Il y avait Van Der Poel dedans, il y avait Sagan, il y avait Philippe Gilbert, c'est toujours sympa. Et maintenant on va voir si on roule, qu'est-ce qui se passe. Allez, Battistella qui va fort pour essayer de creuser un petit peu avec le peloton, pour voir comment ça réagit. L'échappée à l'avant est quand même à 2 minutes encore de ce groupe-là, donc ça n'est pas forcément évident. Une petite minute, un peu plus même d'avance, au moment d'aborder ici, vous voyez, il y a une vraie cassure, il y a une vraie cassure. Van Der Poel est avec nous, et on est pas mal situé au final. Battistella, Fellini, Moscone, avec Van Der Poel, et un groupe derrière de 10. Il semblerait qu'on ait fait un relatif écart à ce moment-là, surtout que Battistella insiste, Fellini ensuite travaille, on n'est pas loin de reprendre les échappées là, c'est pas mal. Si on arrivait à se glisser dans le groupe à l'avant, ce serait génial. Moscone, va le faire ici avant que Fellini ne le reprenne. On va de nouveau demander à Moscone de s'économiser en vue de la fin de course. Van Der Poel est présent, Daniel Oss. Après, honnêtement, c'est tout à fait faisable. Quand on voit qu'on a comme ça un groupe de quelques coureurs, allez, Moscone qui tente la sienne, c'est peut-être le moment de partir avec Daniel Oss dans la roue. Incroyable. Incroyable. Van Der Poel qui semble en difficulté. Du coup, je cherche à rentrer avec Fellini. Je me dis qu'en fait, Fabio Fellini pourrait encore une fois travailler pour Gianni Moscone. Ça pourrait être pas mal. Et il reste encore moins de 30 km. Ça veut dire que c'est faisable, vraiment, d'aller chercher un résultat ici. Sur ce GP de l'E3, Daniel Oss qui s'accroche à Gianni Moscone, pourtant parti en solitaire. On va insister encore ici. Il ne veut pas lâcher Oss. Il ne veut pas du tout lâcher.
Le problème, c'est que quand il a suivi nos attaques ensuite, il se relève. Du coup, Fellini rentre ici avec Gibbons. C'est énorme. Et Stuyven, tiens, qui se ramène de l'arrière. Énorme. Jesper Stuyven qui rentre. En fait, il y a une bataille à l'arrière. Pendant que je vous montre tout ça, il y a une bataille à l'arrière. Ce qui fait que, regardez, Van Aert, Colbrelli, Lampart, Van Marke, ainsi que Dylan Van Baarle, entre autres, sont pas très très loin du groupe Moscon. Allez, on continue. Stuyven a pris ses relais. Moi, je me méfie. Je fais travailler Fellini, bien sûr. Il est hors de question de trop fatiguer Moscon, parce que l'explication finale, elle va avoir lieu maintenant. Hein. C'est dans pas longtemps. Attaque de Van Aert, c'est parti. Contre-attaque, il ne prend pas le temps tellement de se reposer dans la roue. Des poursuivants. Contre-attaque de Moscon avec personne dans la roue, ou est-ce qu'on a été suivi? Allez, ça va, ça s'accroche. Lampart, Van Aert qui en remet une avec Dylan Van Baarle à la manette. Waouh, heureusement qu'on avait pris de l'avance hein, sur ces groupes-là. Enfin, je sais pas au final. Est-ce qu'il valait mieux pas rester avec Van Aert et miser sur un travail de ce dernier ou de ses équipiers? Le problème, c'est que à attendre, des fois on se fait piéger. Donc j'ai préféré prendre les devants ici. Moscon qui part avec Colbrelli. C'est pas mal ça, hein, à 4 km de l'arrivée. Est-ce que ça peut pas aboutir par hasard? Et on pourrait pas déposer Colbrelli alors que Stuyven fait l'effort. Zut, Stuyven il nous a ramené tout le monde là. Il a ramené tout le monde. Et contre-attaque de Van Baarle avec Van Aert. C'est peut-être le moment, non? Qu'est-ce que vous en pensez? On est crevé. On n'a plus de barre. C'est le moment, il faut sprinter, Allez, personne va être au-dessus de Wout Van Aert. Mais quand même, une jolie place pour l'honneur, pour Gianni Moscon. Le coup n'est pas passé près. Le coup n'est pas passé très loin, pardon. On est passé proche d'un grand bonheur, ici, sur ce Grand Prix de l'E3. Et oui, on est parti d'assez loin au final, hein, sur à un moment donné, ce travail d'équipe qui fait qu'on rentre sur le groupe Van Der Poel. Derrière, ils se sont jamais découragés et les plus forts sont sortis dans le final pour finalement nous reprendre et on se fait coiffer au poteau par deux coureurs exceptionnellement forts que sont Van Aert et Stuyven. Voilà, bon je le prends plutôt comme une expérience positive. Cette jolie 3e place. On est seul Italien au milieu de 4 Belges dans le top 5. Et voilà, ça restera un GPE 3 plutôt satisfaisant, avec un scénario toujours sympathique hein, sur le GP de l'E3. C'est rare qu'on s'y ennuie sur cette course. Ensuite, Gand-Wevelgem. Alors là, évidemment, le focus peut être fait sur les zones de vent. Les zones de vent, on voit que le plateau est respectable, c'est normal. Les zones de vent vont-elles avoir un impact? Alors moi, je me suis résolu à ne pas être trop agressif dans la première moitié de course, en préférant, s'il y avait moyen, durcir la course dans le final et peut-être éliminer pas mal d'équipiers. Regardez, l'effet de la zone de vent ici est assez impressionnant. Vu d'hélicoptère, on a comme ça un peloton de manière classique. On a l'habitude maintenant sur PCM en file indienne et pas mal de cassures qui peuvent intervenir. Regardez, ça va venir très très rapidement. Il faut pas se leurrer. Il y a déjà des gens qui sont un petit peu lâchés. Puis après, ça va couper en deux en général. Je fais l'effort quand même. Allez, du coup, motivé par les 40 et quelques km/h de vent, je fais l'effort avec Zakharov. On demande ensuite à Basso et Guidish, Fedorov de faire le boulot si jamais. Et regardez, quand même, sous l'impulsion d'Astana, il y a des différences qui se font. Ça va casser à l'arrière. Moi, c'est vrai que j'adore les zones de vent. Hein. Je trouve ça vraiment épique à jouer. On ne sait jamais vraiment ce qui peut se passer. Mais quand même, très souvent, il peut y avoir un impact décisif sur la course. Donc, c'est toujours sympa. Pas encore de cassure. Elle va intervenir un tout petit peu plus tard, en approche du Monteberg. Et on se retrouve ici avec des équipes aussi qui nous aident à l'avant. Tant mieux. Tant mieux, parce qu'on ne pouvait pas non plus partir de plus de 100 bornes de l'arrivée et épuiser nos équipiers tout en conservant des forces dans le final, parce qu'il va y avoir besoin d'avoir au moins un ou deux équipiers
On a toujours le même projet, hein, c'est éventuellement Fellini ou Battistella sur un petit groupe au sprint, ou alors Moscon qui part à un moment donné et qui n'est soit pas suivi, soit peu suivi et qui règle soit un sprint en petit comité, soit qui termine solo. Hein. C'est ça le scénario de rêve. C'est soit le premier, soit le deuxième. J'ai pas de préférence. Qu'il advienne ce qu'il advienne, mais en tout cas, qu'on ait notre chance à jouer, ce serait sympa. Donc ici, encore une zone devant, un peu moins forte celle-ci, puisqu'on n'avait même pas atteint les 30 km/h devant. On réattaque ici avec Basso, Fedorov en protection de Moscon qui s'était porté à l'avant. Taco van der Horn qui s'en va rejoindre les échappés. Jan Tratnik préfère travailler pour l'équipe. Il y a Mohoric notamment présent ici. Allez, toujours un petit peu d'effort curseur ici, hein, dans le Kemmelberg pour un passage, voilà, qui va écrémer ce peloton une nouvelle fois. Zone devant, plus difficulté, plus relance. On fait la décision. Il n'y a plus qu'une trentaine de coureurs ici dans le groupe de favoris. Moscon toujours bien placé, avec Fellini pas entamé. Vous voyez qu'au fur et à mesure, là le scénario se dessine. Hein. Je vais sacrifier Gianni Moscon pour essayer de jouer avec Fellini et Battistella. À mon avis, plus Fellini quand même, hein, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Battistella ici, qui en plante une. Ah, ça c'est très bon ça. Partir comme ça avec deux très bons coureurs comme Nassen et Van Barle nous permettrait de pouvoir s'économiser. Bon, ça aurait été chou blanc pour cette fois-ci. Allez, attaque de Battistella, c'est parti. Moins de 20 km de l'arrivée. Samuele Battistella peut-il tenir le coup ici? S'il est suivi, c'est presque idéal. Et c'est ce qu'il faudrait en fait. Il faudrait qu'il soit suivi par deux coureurs, voilà, ce serait parfait. Tout en assistant à une relative neutralisation derrière. Battistella tient le coup. Le problème, c'est que ça travaille derrière pour le compte de Total Direct Energy. Je crois même que c'est Sagan hein, qui met la main à la pâte. Allez, Battistella qui fait un effort monstrueux, vingtaine de secondes sur le groupe des favoris. Ça se creuse, ça monte à une quarantaine de secondes, énorme, 50 secondes. Ici à 6 km de l'arrivée, Battistella va-t-il le faire? Aller chercher Gant-Wevelgem, ce serait énorme. Attention quand même à l'accélération ici des favoris, avec Oliver Nassen qui emmène tout le monde. Ça me plaît pas beaucoup ça malheureusement. C'est mauvais pour Battistella. Van Barle, il y a un deuxième groupe là qui s'est créé avec Florian Sénéchal. Est-ce que Battistella va tenir? C'est difficile pour lui. Il reste 3 km. On est placé quasi idéalement hein, avec Fabio Fellini. Sagan qui fait encore une fois l'effort. Aïe, 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 ça va être difficile. Ça va être difficile. Mais l'écart est encore de plus de 20 secondes en faveur de Battistella. Reste à savoir à quel moment ça va être lancé le sprint. S'il lance maintenant, on est mal. Ah là là, zut. Sagan va absorber ce retard très très facilement. Et on va se retrouver avec Battistella bec dans l'eau malheureusement. Mais une fort jolie troisième place pour Fabio Fellini qui aura fait tout ce qu'il a pu pour bien tenir. Donc gros boulot d'équipe. Le coup n'est pas passé très très loin. Et encore une fois, la logique l'a emporté. Voilà. Donc, c'est tout pour les courses pour cet épisode. Très très belle victoire pour Peter Sagan ici sur Gant-Wevelgem. Et donc, Olaf Koy a bien tenu. Excusez-moi, à chaque fois je fais l'erreur. Olaf Koy a bien tenu le coup. Stuyven est plutôt à son avantage en ce début de saison. Il montre de belles choses. Van Aert n'était pas venu. Vous l'aurez remarqué. Dans le prochain épisode, je proposerai la Catalogne à travers la Flandre, le Tour des Flandres également, et le Tour du Pays Basque, sur lequel on retrouvera Lutsenko, entre autres. Petite question de la semaine avant de terminer. Il y a The Life of Ben Toubar qui a posé des questions très très pertinentes sur le jeu. Donc, dans les commentaires, j'attends vos réactions, parce qu'honnêtement, moi, je ne tiens pas toutes les réponses. Il y en a une
à laquelle je peux parler, je peux répondre facilement, c'est comment gérerais-tu les pics sur une Conti Pro? Moi, je mettrais en fait presque pas de pics, je mettrais une forme quasi uniforme sur la saison, c'est faisable, en définissant des zones 95 et puis quasiment aucune zone 100, parce que ça peut suffire. Ça peut être une stratégie en tout cas. Le potentiel dynamique, bien sûr qu'il est un peu cheaté parfois. Et j'ai pas vu Godu à 75 sprint, mais je te crois sur parole, bien sûr. La forme, c'est un vrai sujet, mine de rien. La forme, euh, je trouve aussi qu'il n'est pas plus mal de pouvoir choisir de ne pas être à plus 5. Bon, d'ailleurs, vous aurez remarqué que dans cette partie-là, je me suis limité à plus 3, moins 3. Tout comme d'ailleurs depuis après le Tour de France avec Intermarché ou Antigobert. J'essaie donc de ne plus accepter d'être en plus 5. Oui, c'est pas mal, parce que quelque part, ça évite les excès et les résultats complètement fous qu'on peut avoir en plus 5 ou quand même en plus 4, plus 5. Les coureurs sont ultra dopés, hein, faut le dire. Après, est-ce qu'on pourrait faire des programmes à la Pogacar ou à la Wout van Aert pour être présent et compétitif sur toute la saison? Je le crois. Je le crois, surtout qu'ils ne sont quand même pas non plus présents toute la saison. Mais je pense que oui, voilà. J'ai commencé à répondre, ça peut être une base de débat. Il y a beaucoup de questions en fait qu'on pourrait se poser si on prend un peu de recul sur le jeu. Et je vous invite à le faire dans les commentaires, même agrémenter les choses hein, en rajoutant éventuellement quelques questions. Moi, je vous retrouverai donc dans un épisode 3 Astana prochainement. À moins que j'intercale du Intermarché ou Antigobert d'ici là. Voilà, je ne sais absolument pas. J'ai des travaux à faire dans ma maison. Et ça va me prendre pas mal d'énergie et de temps. Bye bye.